Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'est poursuivi après la période des vacances judiciaires avec le témoignage du 14e témoin de l'accusation, M. Aubenière Marthélémy Ouattara. Au moment des crises électorales à Abidjan, M. Ouattara était le commandant au 31e escadron blindé de la gendarmerie nationale à la station d'Abobo, au camp commando. Le témoin comparaissait du 31 août au 8 septembre 2016 sans mesure de protection, mais son conseiller juridique, M. Julius Van Bonnet, était présent dans la salle d'audience conformément à la règle 74 qui protège les témoins contre l'auto-incrimination. Qu'est-ce qui vous a motivé à coopérer avec le bureau du procureur et cette Chambre en venant déposer aujourd'hui, en venant témoigner? Bien. Merci, Monsieur le procureur. Lorsque j'ai été approché par l'équipe du bureau du procureur, j'ai posé la question de savoir si je pouvais refuser de témoigner, si je pouvais garder le silence. Et ils m'ont dit que, étant entendu que je pouvais constituer un témoin important, je serais obligé, je serais contraint par la Cour. Monsieur Ouattara a déclaré que déjà depuis 2002, des mesures de sécurité spéciales ont été mises en œuvre à Abobo, une communauté à Abidjan, qu'il a décrit comme ethniquement mixte avec les habitants principalement du nord du pays. Des mesures, incluant les points de contrôle pour rechercher des armes et munitions, ont été mises en œuvre pour maintenir la sécurité. Le procureur allègue qu'entre le 16 et le 19 décembre 2010, à Abidjan, au cours et suivant une manifestation pro-Ouattara visant le siège de la RTI, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 45 personnes, violé au moins 16 femmes et filles et blessé pas moins de 54 personnes. Le témoin a dit que, dans la matinée de la manifestation annoncée sur la RTI, il a quitté le camp commando où son unité était stationnée pour voir ce qu'il se passait. Il a vu 2 hommes touchés par des tirs provenant des véhicules de la compagnie républicaine de sécurité et est allé les aider. Il se trouve, dit-il, que l'un des blessés était un policier en civil. Dans le secteur PK18, il a vu environ 50 cadavres de civils, âgés de moins de 30 ans, emmenés par les services mortuaires et les parents. Monsieur le témoin, laissez-moi relire votre déclaration. Cette fois-ci, c'est le 0049-2617, page 2629, ligne 430. Et vous parlez justement de votre compte-rendu. Donc, pour eux, de par mes origines, je ne pouvais pas faire leur affaire. Voilà. Donc, si je m'amusais à lui dire que j'ai vu une 50aine de corps, c'est un peu comme si j'avais exagéré. Voilà. Donc, ils ne vont même pas prendre ça au sérieux. Et puis, si j'ai dit ça, c'est comme si j'ai fait l'effort pour discréditer les forces de l'ordre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit qu'effectivement, au cours des combats, il y a eu des morts du côté des civils. Puis, il y a eu 2 morts et 1 blessé, voilà, de notre côté. Question, mais vous n'avez pas précisé le nombre de... Vous avez répondu, je n'ai pas précisé le nombre. D'accord. Donc, monsieur le témoin, vous rappelez-vous d'avoir répondu de cette façon aux questions qui étaient posées à ce sujet? Merci, Monsieur le procureur. Effectivement, j'ai répondu ainsi. Je viens de dire que je n'avais pas précisé, je reconnais que je n'avais pas précisé le nombre de morts du côté civil.
Est-ce que vous confirmez que vous n'avez pas donné ce nombre compte tenu de vos origines? Effectivement. Il a également vu 2 officiers de l'armée tués et un policier blessé. Ce soir-là, le témoin a dit « 6 officiers de la CRS ont été tués et de nombreux véhicules incendiés ». Après le premier tour des élections en décembre 2010, le témoin a dit que la situation à Abobo devenait de plus en plus dangereuse. La police a abandonné les lieux, les gens ont commencé à se déplacer dans les bâtiments autour de camps commando, et il est devenu trop dangereux pour les gendarmes vivant en dehors du camp de venir à la caserne. Il a ajouté que pendant ce temps, de nombreux barrages routiers ont été érigés par des gens armés en civil pour arrêter les forces de sécurité et le transport des fournitures pour les troupes. Des mesures ont été prises pour sécuriser les convois. Le matin du 3 mars, M. Ouattara a dit avoir vu un groupe de 3 femmes passant à travers le camp commando avec des bannières. Et j'ai vu 3 dames, 3 personnes de sexe féminin qui quittaient le quartier BC pour aller vers la brigade et qui sont passés devant le portail. Donc, ils se dirigeaient vers le rond-point Ganoagar. C'est exact, monsieur le procureur. Et donc, je les ai taquinées. J'ai taquiné ces dames et elles portaient des pancartes. Des pancartes et j'ai demandé ce que ça pouvait être. Donc, elles ont répondu qu'elles partaient à la télévision, elles comptaient marcher, des femmes, pour réclamer leur liberté parce que les hommes politiques, les 2 candidats, selon elles, avaient confisqué leur liberté. Donc, elles partaient à la télévision pour l'exprimer. Peu après, le témoin a dit qu'un convoi de 2 véhicules blindés et un camion pick-up avec des renforts ont quitté le camp. Eric MacDonald, premier substitut du procureur, a montré une vidéo de la manifestation des femmes. Alors, une autre. Que voit-on? Donc, le véhicule ici, c'est un engin blindé. Et c'est de cet engin que je parlais tout à l'heure. Le BTR 80 à 8 roues. C'est le BTR 80 de la garde républicaine. Je peux le préciser parce que les engins blindés de la gendarmerie ont la couleur bleue. Bleu nuit. Totalement bleu nuit. Alors que cet engin est d'une couleur verte, majorité verte, avec des taches. Donc, il correspond à l'un des engins que la garde républicaine faisait venir dans la caserne. Couleur camouflée. Le procureur allègue que, le 3 mars, les unités des FDS qui étaient stationnées au camp commando ont tué 7 femmes et blessé au moins 3 femmes qui avaient participé à des manifestations pro-Ouattara au rond-point Banco Anador à Abobo. Pendant la journée, le témoin a dit qu'il recevait des appels téléphoniques de diverses personnes, y compris ses collègues, qui lui donnaient des récits différents des événements relatifs à la manifestation des femmes. Vous nous avez dit que vous avez quitté le camp commando. Vous avez déjà témoigné à l'effet que vous avez quitté le camp commando. Je vais vous demander, et vous avez déjà mentionné devant cette chambre une partie des raisons, mais je vais vous demander à nouveau. Pourquoi avez-vous à ce moment-là, et le terme à employer à ce moment-là, c'est la déserté, pourquoi? Merci, monsieur le procureur. Alors, à la suite de ce qui s'était passé, c'est sûr qu'il y avait des tirs. Il y a eu des tirs, mais est-ce que les tirs ont été dirigés sur des femmes? Je n'ai pas eu la possibilité de vérifier. Cependant,
ceux qui m'avaient déjà appelé au préalable pour m'annoncer qu'il y avait eu tir ont ensuite annoncé qu'on fait le bilan. Et parmi, au-delà de 16 heures et quelques, mes collègues aussi qui appelaient avaient des versions différentes. Il y en a qui disaient bon, que c'est des femmes qui sont tombées, que c'est bien fait parce qu'elles ont camouflé des tireurs. C'est-à-dire, en leur sein, il y avait des tireurs. Donc, évidemment, si des tireurs ont pris les femmes comme bouclier pour tirer sur les forces de l'ordre ne pouvaient pas faire autrement. En ripostant, des balles pouvaient les atteindre. Donc, à la suite de tous ces commentaires qui ont été faits, de tous ces appels, je me suis rendu compte, sans avoir vérifié, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement eu mort d'homme. Et j'ai des amis. Mort d'homme, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez utilisé le terme mort d'homme. Je veux parler des 8 personnes dont j'ai parlé, des 8 femmes. Parce qu'il a été annoncé qu'il y avait 8 femmes qui ont été tuées. Mais je précise toujours qu'ils ne sont pas allés sur les lieux pour le vérifier. Et donc, au vu de cet incident, je me suis dit que plus tard, je pourrais être associé à ces faits-là. Et aujourd'hui, je me retrouve devant une cour en train de m'expliquer effectivement. Donc, c'est ce qui m'a poussé à quitter la caserne. Inquiet, dit-il, d'être associé à ces événements et déjà receveur des menaces des deux côtés, le témoin a déserté ce soir-là et est allé dans un camp français où il a passé la nuit. Dans la matinée, il a été escorté à l'hôtel du Golfe, le lieu de rassemblement des forces pro-Ouattara. Andreas Ochia, conseiller de la défense de Laurent Gbagbo, a posé aux témoins de nombreuses questions liées aux groupes rebelles opérant à Abobo, à propos de leurs commandants, des emplacements des camps, de la façon dont ils collectaient les informations sur les rebelles et les lieux d'affrontement avec les troupes gouvernementales. Le témoin a dit à plusieurs reprises qu'il ne possédait aucune information. But this group was extremely close to you. Mais ce groupe était pourtant très proche, géographiquement. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que c'est le quartier qui est proche. So Donc, you had il y avait un groupe du commandant invisible qui était tout proche. Et vous ne disposiez d'aucune information, d'aucun renseignement sur ses effectifs, sur sa force. C'est ce que vous dites? C'est bien cela. from a military perspective. D'un point de vue militaire, s'il y a un groupe à moins de 400 mètres de votre caserne et que vous n'avez aucune idée de la taille ou de la force de ce groupe, n'est-il pas assez difficile dans ce cas-là de se défendre? C'est exact, monsieur l'avocat. Il a confirmé qu'il avait entendu des surnoms tels que Jack Bauer, Diesel et Petit Lasso plus tard, quand la crise était terminée, et il est retourné à sa maison qui a été pillée. Cependant, il a nié la connaissance personnelle de tous les rebelles à l'époque. Le conseiller de la défense de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altit, a continué cet interrogatoire et a posé aux témoins une série de questions liées au conflit dans l'ouest du pays, après le coup d'État en 2002, lorsque le témoin se trouvait à Danan. Ces questions concernaient les attaques des troupes rebelles, sa connaissance de l'organisation, le financement et le leadership des groupes rebelles. Après une série de questions sur les troupes rebelles et les commandants opérant pendant les crises post-électorales à Abidjan, auxquelles le témoin n'a pas pu répondre, Maître Altit a dit au témoin : « Et c'est ça, capitaine, que je ne comprends pas. Vous connaissez parfaitement Abobo. Vous y étiez en poste depuis des années. Vous nous l'avez dit. Vous nous avez dit que vous connaissiez naturellement, c'est tout à fait naturel, beaucoup de gens. Et vous n'aviez
pas un seul nom, pas un seul contact, pas une seule idée de qui pouvait décider de tirer sur vous ou pas sur vous. C'est bien votre position. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je ne veux pas donner une réponse contradictoire. Je précise encore que j'ai déjà dit que nous étions infiltrés. J'ai employé ce terme. Ça veut dire que nous étions conscients que ceux qui nous attaquaient ou ceux qui devaient nous attaquer n'étaient pas les populations habituelles qu'on connaissait ou les populations avec lesquelles nous vivions depuis longtemps. Donc, c'est normal que je ne puisse pas savoir de nom. Est-ce que vous voulez dire par là que ceux qui vous attaquaient venaient de l'extérieur? Effectivement, je l'ai dit et je le soutiens. Au cours du contre-interrogatoire par Claver Hendry, le conseiller de la défense de Charles Blé Goudet, le témoin a dit que 2 soldats français sont venus lui rendre visite, quelque temps après l'arrestation de Laurent Gbagbo, pour lui montrer des photos du camp commando, de l'école de gendarmerie, de la base navale, de la garde républicaine et de quelques autres endroits filmés par voie aérienne. Il a confirmé qu'il avait été voir un vol français d'hélicoptères militaires au camp commando 2 fois par jour, mais aussi dans d'autres parties d'Abidjan. Sur la photo qui représentait ma caserne, je dis bien qu'il y avait des points qui étaient marqués comme tout à l'heure dans votre vidéo que vous avez présentée dernièrement. Et ils m'ont posé des questions sur ces signes-là, si je pouvais leur dire quelque chose. Et j'ai dit qu'effectivement, et je pense que c'était après l'arrestation du président Gbagbo. Je pense bien. Et donc, je leur ai dit ici, ça, c'est ce que ça veut dire. Là, c'est la position d'un tel. Ici, c'est la position d'un tel. Ils m'ont dit, bon, ce n'est pas la position qui les intéresse, mais ils ont appris que des obus étaient tirés depuis la caserne. Est-ce que je confirme? J'ai dit non, je ne confirme pas parce que pendant que j'y étais, aucun obus a été tiré. En ma présence, aucun obus n'a été tiré. Le conseiller de la défense Hendry a en outre montré aux témoins une vidéo de l'ancien président Gbagbo et de Simone Gbagbo, et la confirmation des témoins induit qu'en effet, cela a été filmé après l'arrestation du président dans la salle du témoin à l'hôtel du Golfe, mais qu'il n'a joué aucun rôle dans l'arrestation. Monsieur le témoin, vous avez vu les images? Effectivement, monsieur l'avocat. Est-ce que vous étiez dans cette salle? Je confirme. Et c'est cette présence qui m'a permis de dire un peu plus haut que j'avais pu voir le fils du président, Laurent Gbagbo, qui avait une blessure à la tête. J'avais dit déjà cela. Cette chambre appartenait à qui lorsque vous étiez au Golfe? C'est là que je dormais. C'est là que vous dormiez? C'est exact. Vous n'avez eu aucun rapport avec les actions sur le terrain qui ont mené à l'arrestation du président Gbagbo? Les actions sur le terrain qui ont mené à l'arrestation du président Gbagbo? Je confirme. Après l'arrestation de l'ancien président, le témoin a dit que lui et 2 autres gendarmes ont été invités à assurer la sécurité dans l'hôtel Pagola, où les prisonniers politiques étaient retenus en otage à l'époque. Il a confirmé que les nouvelles autorités lui ont demandé pour quel poste il optait et qu'il a choisi la gendarmerie maritime. Cependant, il a été nommé commandant du groupe d'escadron blindé. Alors, monsieur le témoin, je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'après toutes les journées que vous avez passées avec nous ici dans ce prétoire, vous êtes maintenant libre de rentrer chez vous. Je vous remercie infiniment d'être venu et je vous remercie d'avoir témoigné en audience publique. Je m'associe aux propos de la défense et du bureau du procureur. C'est très important
C'est un signal très important que nous essayons d'envoyer au reste du monde et aux témoins à venir également et au public ivoirien tout particulièrement. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Au revoir. Donc, je tenais à vous remercier pour les assurances que vous m'avez données dès le début de ces auditions. Parce qu'il faut dire que j'avais effectivement des raisons de craindre ces auditions. Et puis, avec toutes ces toges noires et ces uniformes qu'on voit dans cette salle, il n'y a rien de rassurant. Mais vous avez su me rassurer, donc je vous en remercie. Je remercie la Cour de m'avoir permis de faire mon témoignage ici. Je remercie les deux parties, le bureau du procureur et les deux équipes de la défense. J'espère que mon témoignage a servi l'une et l'autre de ces parties dans la recherche de la vérité. Et je leur souhaite une bonne continuation.